Merci beaucoup. Alors, bienvenue à toutes et à tous. On est vraiment ravis d'être avec vous ce soir. Un grand merci à la BNF et bien sûr à Andrea Schirlino, que l'on remercie tout particulièrement. Et je vais laisser la parole à Madame Béranger, Emmanuel de la BNF. Ensuite, à Justine Tourte, qui est notre volontaire du service civique, qui vous expliquera le fonctionnement. Et bien sûr, ensuite, nous aurons la présentation de Monsieur Andrea Schirlino. Donc, à vous, Emmanuel. Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et de représenter la bibliothèque, plus précisément le département des éditions multimédia auquel j'appartiens, pour vous présenter donc notre dernière exposition virtuelle qui est consacrée à Baudelaire. Je laisserai à Andrea le soin de vous parler de Baudelaire en particulier. Et pour ma part, je vais plutôt me concentrer sur l'aventure éditoriale des expositions en ligne de la bibliothèque, si ça vous convient. Les expositions de la bibliothèque, c'est 24 ans d'expérience. La première remonte à 1997 et un portail exposition.bnf.fr qui reçoit environ 5 millions de visites par an. Alors, l'idée de départ était de rendre visite en ligne les expositions de la bibliothèque, mais très vite aussi, il y a un besoin qui s'est fait ressentir très pressant, un besoin de médiation des œuvres qui sont mises en ligne sur Gallica, notre bibliothèque numérique, qu'il s'agisse de livres numérisés, de manuscrits, de journaux, de photographies, de sons et même maintenant d'objets numérisés en 3D, mais le tout à l'origine sans aucun appareil critique pour s'y retrouver, ce qui fait que le public se retrouvait en face de documents bruts et souvent très démunis. Chercher Baudelaire dans Gallica, par exemple, c'est avoir 12 pages de résultats à 15 résultats par page, avec toutes sortes de documents. Et si vous avez le malheur de chercher Victor Hugo, alors là, c'est 96 pages de résultats et il y a de quoi déconcerter le lecteur le plus averti. Voilà, c'est ce qui nous a donc amené à créer en parallèle des expos un site qui s'appelle Les Essentiels de la littérature et à inventer un mot affreux qui s'appelle l'éditorialisation de Gallica, qui consiste à entourer ces documents de clés d'accès et des clés de lecture, comme par exemple, pour s'y retrouver, de flécher les éditions recommandées ou d'indiquer les documents exceptionnels qui font partie des collections de la bibliothèque. Voilà, donc dans le cas de Baudelaire, les documents exceptionnels que nous avions à présenter sont les épreuves des fleurs du mal corrigées par Baudelaire de sa main et le manuscrit de Mon cœur mis à nu. Mais je laisse à Andrea le soin de vous en parler plus avant. Donc, pour faire tout ça, nous nous sommes appuyés sur un graphisme original et très fort, même si bien sûr il a beaucoup évolué au fil du temps, car il a fallu suivre l'évolution technologique du web et de ses usages. Et on s'est appuyé surtout sur la mise en ligne de textes de référence, tout en restant accessible au grand public, mais en s'appuyant sur l'état de la recherche au moment de la publication. Ne pas renoncer à des articles plus spécialisés, écrits souvent par des conservateurs de la bibliothèque quand c'est nécessaire, et des batteries de repères et beaucoup d'albums d'images et des images commentées. À quoi s'ajoutent maintenant des vidéos et des podcasts quand ça est pertinent. Dans le cas de Baudelaire, par exemple, pour revenir à lui, nous avons fait enregistrer 30 poèmes par des comédiens, et ça sont des choses qui sont très prisées par l'éducation nationale, et même passé commande pour la mise en musique de 8 poèmes d'entre eux, et ils ont pas mal de succès. On est assez contents. Voilà. Au fil des années, nous connaissons maintenant beaucoup mieux notre public. Et il est principalement composé d'un public pédagogique autour du monde de l'éducation, enseignants, élèves, étudiants, médiateurs en tout genre. Deuxième public, c'est le public passionné par le sujet, les curieux, les amateurs, et ça peut même s'étendre jusqu'au grand public, mais pour peu qu'ils soient informés, bien sûr. Et le troisième, c'est les visiteurs de l'exposition réelle, ceux qui viennent à la bibliothèque, qui peuvent, grâce aux expositions en ligne, préparer, enrichir et même prolonger leur visite. Voilà. Et ça fait donc plus de 20 ans qu'on s'efforce de répondre à toutes ces attentes.
Voilà, donc dans le cas de Baudelaire, il s'agissait d'apporter des clés de lecture sur l'œuvre et la vie du poète en rapport avec le propos de l'exposition, la modernité mélancolique. Et j'ai presque envie de vous dire surtout de donner envie de se replonger dans son œuvre et d'en recomprendre l'actualité, parce que Baudelaire n'a pas pris une ride et c'est très impressionnant en fait de s'apercevoir de ça quand on le relit. Voilà. Et cette année, la programmation de la bibliothèque est très littéraire. Elle fait la part belle aux écrivains. Nous avons Baudelaire qui vient de fermer. Et à la rentrée, nous aurons une exposition Molière qui sera suivie par une exposition Proust. Donc, et au niveau des éditions multimédia, c'est aussi une année charnière, un grand tournant, car nous sommes en train de refondre tous nos sites dans un format plus adapté au public d'aujourd'hui et aux différents supports pour être surtout plus adapté et plus lisible sur les tablettes et les téléphones mobiles. Nous avons aussi ressenti un grand besoin d'harmoniser tout ce qu'on propose parce que notre offre devient de plus en plus pléthorique, diverse et nous proposons de plus en plus de choses qui ont de moins en moins de rapport parfois avec les expositions. On a un portail exposition, on a un portail classe, des sites de référence comme une encyclopédie des arts du cirque ou Passerelle, un site de référence aussi, mais sur l'histoire de l'architecture, des applications dont la dernière BDNF est un outil de création de BD numérique en ligne qui a beaucoup de succès. Et donc, il y a de quoi dérouter aussi. C'est la raison pour laquelle nous allons tout regrouper dans un portail unique qui s'appellera les essentiels de la BNF et qui devrait ouvrir au printemps. Et le contenu des essentiels de la littérature devrait y être à nouveau visible si les cieux sont avec nous, fin 2022, début 2023. Voilà, c'est un énorme travail, vous imaginez bien, de réorganisation des contenus dans des rubriques qu'on espère plus lisibles et aussi un travail de mise à jour de certaines pages. Je peux vous faire rire en vous disant que l'exposition Tous les savoirs du monde qui a été présentée en 97 pour l'ouverture de la bibliothèque de Tolbiac présente encore aujourd'hui le CD-ROM comme étant la dernière innovation marquante dans le monde de l'édition. Vous voyez, donc là, il y a une grosse mise à jour à faire. Et voilà, et ce travail nous donne aussi à voir ce qui reste à compléter. Par exemple, en musique, on a une seule expo sur Berlioz et c'est tout, quoi. Donc, énorme travail. Voilà, donc ça, c'était pour vous annoncer ce qui va se passer. Et pour en finir, pour revenir à Baudelaire, notre exposition en ligne a déjà rencontré un public de plus de 17 000 visiteurs, ce qui est vraiment pas mal depuis son ouverture le 3 novembre. Et on lui souhaite encore une longue vie. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel pour ce panorama et on ira se plonger dans les méandres de votre site. Je suis sûre qu'on trouvera des pépites. Oui, Alors, partez d'exposition. C'est à partir de là, vous retrouvez tout le monde. bien sûr. Alors, avant de passer la parole à Andrea, une toute petite présentation par Justine Tourte sur notre conférencier. Merci. Oui, bonsoir. La coordination des alliances françaises, en collaboration avec la BNF et les alliances françaises de Cuno et de Bari, sont heureuses de vous accueillir à la conférence de M. Schelino sur l'exposition de Baudelaire, La modernité mélancolique. Docteur de l'Université Paris-Sorbonne, Andrea Schelino est ricercatore en littérature française à l'Université Rome 3 et responsable du groupe Baudelaire à l'Institut des textes et manuscrits modernes de Paris. Commissaire associé à l'exposition Baudelaire, la modernité mélancolique à la BNF, éditeur du Spleen de Paris en 2017 et des paradis artificiels en 2020 chez Flammarion. Il est aussi l'auteur de La pensée de la décadence de Baudelaire à Nietzsche, paru en 2020. Il a collaboré à l'édition des romans et nouvelles en 2019, de Joris Karl Huysmans à l'édition des œuvres en 2020, de Victor Ségalin dans la bibliothèque de la Pléiade. Il dirige pour la même collection la nouvelle édition des œuvres complètes de Baudelaire. Alors pour ce soir, le programme est le suivant. Monsieur Schelino fera une présentation d'environ 40 minutes, suivie d'une série de questions que vous pourrez poser dans le chat et que nous lirons pour vous. Pour des raisons de confort visuel et acoustique, les caméras et les micros sont coupés. Et cette conférence sera enregistrée et disponible sur le site de l'Alliance française de Turin, ainsi que sur celui de la BNF, que nous remercions vivement. Merci.
Est-ce que vous m'entendez bien? Quelques problèmes sonores. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, non. Paul, vous m'entendez? Chat. De mon côté, j'ai quelques problèmes sonores. Je ne sais pas si je peux commencer, si vous m'entendez, si vous ne m'entendez pas. Vous pouvez répondre dans le chat, mais de mon côté, je vous entends assez mal. Voilà. Oui, je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, ça allait bien, non? Oui, Et là, ça ne va pas. Vous ne m'entendez pas? Non? on vous entend, mais assez mal. Je peux peut-être me connecter avec mon téléphone portable parce que je ne vois pas comment améliorer ma connexion. Oui, j'ai un micro, mais je pense que si je le connecte si je le branche à mon ordinateur, je ne suis pas sûr que ça aille mieux. J'essaie avec mon téléphone, peut-être il y a plus de chance. Le son est meilleur actuellement. Le son est meilleur? On vous entend mieux, oui. Oui, Je je ne sais pas pourquoi. Mais bon, si vous m'entendez mieux, peut-être je profite du moment de bonheur. Non, ça ne va pas mieux. Non, vous ne m'entendez pas. Bon, tout à l'heure, ça allait. Je ne sais pas trop quoi faire. Paul, vous voulez que je me connecte avec mon téléphone? Là, c'est parfait. Là, on vous entend parfaitement. Je ne sais pas, c'est assez fluctuant. Hélas. Je pense qu'avec ce son-là, vous pouvez commencer, ceci dit. Bon, si vous n'entendez pas, vous pouvez m'arrêter éventuellement. Et je vous ferai savoir. On essaye de trouver une solution, en tout cas. Bon, alors, je ne peux tout d'abord que remercier le réseau des Alliances françaises d'Italie et en particulier Antonia Sandes Negrini de m'avoir sollicité pour cette conférence. Je voudrais aussi remercier les absents et en particulier Jean-Marc Chatelain, qui est le commissaire principal de l'exposition, à qui, à vrai dire, revient le mérite principal de cette manifestation, de cette grande et belle manifestation, je pense, qui a marqué l'année du bicentenaire. Il ne faut pas oublier que l'occasion de célébrer Baudelaire, justement, était celle, tout d'abord, de célébrer le bicentenaire de sa naissance. Donc Baudelaire, 2 siècles plus tard, et nous nous sommes trouvés devant le bilan d'une année de célébration qui s'est imposée à nous. L'actualité, on parle souvent d'actualité, aussi Emmanuel le faisait tout à l'heure, l'actualité d'un écrivain dans une époque, on peut dire, d'actualité permanente, perpétuelle. Non, on entend toujours parler de l'actualité comme si c'était une valeur absolue, a été pour un moment baudelairienne. Alors, c'est un paradoxe, parce que c'est l'actualité d'un inactuel, comme nous pourrions le dire à travers une formule facile. En fin de ce siècle, disait Nietzsche, j'ai acquis sur moi-même les expériences que j'appelle inactuelles. Donc le regard inactuel, c'est celui qui s'élève au-dessus de ce qui est éphémère, enraciné par sa propre force, écrit Nietzsche, contre le temps, et par là même sur le temps en faveur d'un temps à venir. La modernité de Baudelaire a des analogies avec l'inactualité de Nietzsche. J'ai en effet consacré ma thèse de doctorat au rapport, aux relations entre la pensée de Nietzsche et la poésie de Baudelaire. Cette inactualité conduit à se demander où en sommes-nous avec le temps, avec notre temps. Exposer Baudelaire à la Bibliothèque nationale de France était pour nous l'occasion aussi d'exposer sa modernité mélancolique. Non, le titre de cette exposition, Baudelaire, la modernité mélancolique, qui est un axe mobile du temps qui va de la permanence du mal, c'est un grand sujet baudelairien, la permanence du mal ou du péché également, autre concept baudelairien, et
une certaine forme d'éternel promis par la beauté. Du refus de l'idée de progrès, vous savez, qui est la bête noire de Baudelaire, l'idéologie aujourd'hui, on dirait, du progrès, à l'éphémère de l'instant. C'est le présent avec qui Baudelaire entretient une relation vive, où la singularité de l'artiste se heurte à la monotonie de l'histoire. Je ne peux que rappeler donc le grand maître des études baudelairiennes, qui était Claude Pichois, qui est aussi le maître d'œuvre de l'ancienne édition des œuvres de Baudelaire dans la Pléiade, celle que nous sommes en train de refaire. Donc Claude Pichois avait adopté pour sa contribution dans le catalogue de l'exposition qui avait eu lieu au Petit Palais pour le centenaire, cette fois-ci, de la mort de Baudelaire, de novembre 1968 à mars 1969, une petite formule. Baudelaire parmi nous. Baudelaire parmi nous. Une exposition, écrivait-il, une commémoration, souvent un cimetière. L'admiration est de commande officielle érudite. Ce rite de la célébration, justement, des anniversaires accompagne l'histoire littéraire et a sa petite tradition baudelairienne au XXe siècle. La Bibliothèque nationale de France a été pionnière en 1957 en organisant une exposition autour du centenaire de la parution des Fleurs du Mal, déjà, qui avait paru, comme vous savez, en 1857. Ces dates commémoratives, symboliques, sont censées interrompre l'indifférence du temps par leur énergie évocatrice. Nous avons, par exemple, à côté de cette manifestation de la BNF, organisé des colloques à l'Université de Lille, à la Sorbonne, à l'Université de Rome. Il y a eu un colloque à l'Université d'Aoste. Il doit y avoir cette année un colloque à l'Université de Münster qui avait été reporté, et aussi un colloque à l'Université de Tokyo. Donc un Baudelaire véritablement mondial, on peut dire. Il y avait eu aussi, il y a quelques années, une grande manifestation à la Sorbonne, un colloque intitulé « Baudelaire dans le monde », qui montrait le rayonnement véritable de la poésie de Baudelaire, le rôle même séminal qu'il a eu au XXe siècle dans la poésie de traditions nationales différentes. J'organise, moi, par exemple, en ce moment, je dirige un petit recueil d'une revue italienne consacré à l'héritage de Baudelaire chez les poètes italiens du XXe siècle. Chez Ungaretti, par exemple, chez Montale, chez Pasolini, qui était aussi un traducteur de Baudelaire. Donc, on peut véritablement voir cet incroyable héritage baudelairien dans la poésie italienne, qui est particulièrement remarquable, je trouve. Alors, la chose curieuse face à ces célébrations, qui me sert aussi pour introduire à l'exposition, je vous accompagnerai dans cette exposition dans les prochaines 30 minutes. Vous allez voir qu'est-ce qu'on a exposé, c'est un peu mon idée d'aujourd'hui. Mais la chose curieuse, c'est que Baudelaire lui-même s'était plaint de cette idée de célébrer les écrivains et aussi de les actualiser forcément. Lors du 3e centenaire de la naissance de Shakespeare, par exemple, en 1864, Baudelaire, qui n'était pas âgé, mais qui n'avait pas non plus longtemps à vivre, Baudelaire lui-même s'était employé à démystifier les grands jubilés, où telle ou telle autre coterie littéraire s'empare d'une gloire posthume et réoriente un héritage selon des fins qui lui sont propres. N'oublions jamais que ces héritages, souvent, justement, c'est une forme de réappropriation, de réécriture d'un patrimoine. Dans ce 19e siècle où, écrit Baudelaire, il a, je cite, le fatigant bonheur de vivre, il existe une classe d'hommes dont le gosier est obstrué de toasts, de discours et de cris non utilisés, dont très naturellement il cherche le placement. J'ai connu, écrit Baudelaire, des gens qui surveillaient attentivement l'immortalité, surtout parmi les célébrités, et couraient activement chez les familles et dans les cimetières pour faire l'éloge des défunts qu'ils n'avaient jamais connus.
Baudelaire nous prévenait. Hein. Baudelaire encore parmi nous, dirait-on aujourd'hui, lors du bicentenaire, tout de suite après le bicentenaire de sa naissance, Baudelaire sans fin, Baudelaire notre contemporain, on a lu, auteur d'une œuvre sans temps, comme le déclarait Walter Benjamin, pour qui l'œuvre de Baudelaire n'a pas encore vieilli, ou Pierre-Jean Jouve, un autre poète du XXe siècle, qui écrivait il y a 50 ans « Les fleurs du mal n'ont pas 100 ans ». Ces interrogations nous ont accompagnés lors de notre réflexion autour de cette exposition, comme je vous disais, dont le commissaire principal a été Jean-Marc Chatelain, le responsable de la réserve de la Bibliothèque nationale, qui a été aidé, disons, par quelques autres membres, disons, de la Bibliothèque nationale, d'autres services, et par moi-même. Donc, inaugurer cette exposition à la Bibliothèque nationale de France en novembre, le 3 novembre 2021, comme vous voyez, et qui s'est terminée, hélas, pour vous, si vous ne l'avez pas visité, le 13 février 2022. Mais je suis là, justement, poétiquement, pour inspirer le regret. C'est un peu ma fonction, et en réalité aussi pour pallier, évidemment, l'éventuelle absence que vous avez, qui s'est produite, hein, si vous ne l'avez pas visité, en vous montrant ce que vous avez perdu et évidemment en vous encourageant aussi à accéder, parce que Antonia Santes-Negrini m'a bien prévenu de vous encourager, je le fais bien volontiers, à visiter l'exposition virtuelle, hein, dont j'ai écrit une grande partie des textes et qui a été préparée en collaboration avec Emmanuelle Bérengère, qui est la responsable de cette exposition, que je trouve personnellement très réussie, mais pas à cause de mes textes, mais parce que la Bibliothèque nationale a fait un travail magnifique, hein, du point de vue graphique, du choix aussi des images. On en a beaucoup discuté ensemble. Et le résultat, je pense, est sous les yeux de tout le monde. Vous pourrez la voir à la fin de cette conférence, je pense, et vous allez voir vraiment la qualité des images et aussi la capacité, comment dire, d'avoir vraiment une fenêtre, la possibilité d'avoir une fenêtre sur l'univers baudelairien. Des lectures de poèmes, des images, des textes qui vous accompagnent dans les méandres véritablement de l'œuvre et de la vie de Baudelaire. Quand nous avons réfléchi à cette exposition, nous avions plusieurs modèles d'exposition baudelairienne. Comme je vous disais, il existe une petite tradition baudelairienne d'exposition. Alors, l'une était axée, très facile, là, si vous voulez, sur Baudelaire et Paris. C'est facile d'imaginer, évidemment, de lier une exposition au rapport d'amour et de haine, non, comme Baudelaire lui-même le dit dans un projet d'épilogue des Fleurs du Mal, où il appelle la capitale infâme. Je te hais, je te hais et je t'aime. Donc, ça aurait été facile d'axer cette exposition sur la fantasmagorie urbaine, les motifs aussi qui parcourent les Fleurs du Mal et le spleen de Paris. Ça aurait été aussi un déjà-vu, parce qu'il y a beaucoup, disons, de recherches, de livres, aussi de catalogues qui existent sur ce thème. Une alternative était également facile, probablement, de seconder la passion de Baudelaire pour l'image, non ? La passion de l'image, véritablement, comme récite le titre d'un livre d'Henri Sépi récent, d'une anthologie sur un recueil d'œuvres presque complètes de Baudelaire, intitulé Baudelaire, la passion de l'image, non, qui reprend une expression baudelairienne. Mais là aussi, une exposition avait eu lieu en 2016-2017, intitulée L'œil de Baudelaire au musée de la vie romantique à Paris, une exposition assez réussie justement qui se concentrait sur, donc, comme dit le titre, sur l'œil de Baudelaire, c'est-à-dire l'art vu par Baudelaire. Il ne faut pas oublier que Baudelaire a été probablement le plus grand critique d'art français du 19e siècle, avec probablement Théophile Gautier et Huysmans. Nous avons choisi, surtout Jean-Marc Chatelain a choisi, moi j'ai secondé avec plaisir cette idée, une exposition littéraire.
pas une exposition simplement d'œuvres d'art, hein, même s'il y a beaucoup d'œuvres d'art dans cette exposition. Une exposition littéraire, tout d'abord parce que le lieu est, disons, qui héberge cette exposition est la Bibliothèque nationale, donc qui n'est pas un musée, Donc l'enjeu, là, était d'exposer la littérature, ce qui n'est pas du tout facile, parce que déjà, si vous imaginez, vous avez, disons, une idée vague des manuscrits, pas seulement baudelairiens, vous savez que, vous imaginez, ça suscite immédiatement la curiosité, une certaine émotion, même de voir l'écriture du poète, de Baudelaire, mais en même temps, je veux dire, bon, moi je suis un baudelairien habitué au manuscrit baudelairien, c'est un peu différent parce que je travaille sur l'édition, mais on s'en lasse assez vite. Je veux dire, on voit un manuscrit, on en voit deux, il y a une grande émotion et ensuite on ne peut pas exposer que des manuscrits parce qu'un spectateur moyen, évidemment, s'ennuie assez facilement de ça. En plus, c'est parfois difficilement visible. Les manuscrits, à l'époque, étaient aussi, à part quelques exceptions, assez petits. Même les lettres étaient écrites sur des petits feuillets. L'écriture est difficilement lisible. Enfin, on ne pouvait pas se limiter. Nous ne pouvions pas nous limiter à exposer des manuscrits, d'ailleurs conservés à la Bibliothèque nationale. Il fallait associer les manuscrits à des œuvres graphiques, à des photographies, justement, à des tableaux également, et montrer aussi la matière, pas seulement, disons, c'est ça l'enjeu dont je vous parle, exposer la littérature ne signifie pas seulement donner à lire des poèmes, parce que ça, on peut le faire en solitude, en lisant un livre, mais montrer la matière qui compose l'œuvre littéraire. Il y a des méthodes d'étude qui évoquent justement la bibliographie matérielle, c'est-à-dire l'encre, le papier, dans le cas d'un livre, une reliure, par exemple. Baudelaire, qui était très bibliophile, avait par exemple un relieur attitré qui s'appelle Lortic, à qui il confiait, en particulier, il en avait deux, mais Lortic était sûrement l'un de ses préférés, à qui il confiait ses livres, justement, avec des demandes aussi bien précises. Et parfois, il les offrait avec ses reliures. N'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait une brochure éditoriale très légère, très fragile, donc les livres, il fallait bien les relier, hein, mettre parfois justement du cuir, du maroquin, c'est-à-dire toujours du cuir, mais traité d'une façon à le rendre particulièrement précieux et résistant, etc. Donc voilà, les manuscrits, l'écriture du poète, les encres qu'il choisit, le papier de Baudelaire, tout d'abord pour s'approcher autrement de la création. Donc, ne pas considérer la création littéraire comme quelque chose d'abstrait, quelque chose de purement mental. Il y a évidemment une dimension qui est de l'ordre de l'intellect ou de l'imagination, aurait dit Baudelaire. Mais il y a aussi une composante forte, essentielle, qui est celle matérielle. Voir aussi la manière qu'avait Baudelaire de corriger ses manuscrits, de traiter, d'avoir affaire avec ses éditeurs. Certains éditeurs faisaient partie de ses amis, justement, comme Auguste Poulet-Malassis, qui était l'éditeur des Paradis artificiels et des Fleurs du Mal en particulier. Deuxièmement, on voulait éviter aussi un déroulement chronologique et le piège de la biographie, du biographisme, qui était évidemment une autre facilité, un raccourci. C'est-à-dire montrer, susciter la curiosité du spectateur à travers des repères biographiques, d'ailleurs qu'il peut connaître, comme certains voyages, comme, je ne sais pas, l'évocation de ses maîtresses. Tout cela, évidemment, participe. On l'a inséré dans l'exposition parce que ça participe également de sa création, ça l'inspire dans certains cas, mais il ne faut pas aplatir l'œuvre sur ses inspirations matérielles. Surtout parce que souvent, justement, la poésie va au-delà, transcende justement cette dimension biographique. On ne peut pas l'identifier telle qu'elle. Et deuxièmement, parce qu'on pense que ça nous aurait éloigné de l'œuvre, véritablement. On a donc choisi de la structurer autour de deux thèmes bien connus qui sont la mélancolie et la modernité. La mélancolie, disait Baudelaire, est toujours inséparable du sentiment du beau. Donc, ça nous a permis évidemment de convoquer aussi la dimension esthétique, comme dit Baudelaire dans un projet de lettres à Jules Janin.
et donc de montrer une constellation d'images, de figures, aussi de personnages, d'amis, de donner encore une fois un aperçu de l'univers baudelairien, qui inclut aussi la dimension biographique, bien sûr, mais sans disons, dépendre entièrement de ce déroulement chronologique. Donc, le parcours de la Bibliothèque nationale propose aux visiteurs des manuscrits, des éditions imprimées, des éditions originales, parfois signées, très précieuses, conservées à la Bibliothèque nationale, mais non seulement, des œuvres graphiques et picturales, des estampes, des photographies, des dessins, des tableaux, venus des collections de la BNF, mais aussi d'ailleurs. Il y a des pièces aussi exceptionnelles qui sont présentées, je vais les évoquer à nouveau tout à l'heure, dont les épreuves d'imprimerie de l'édition originale des Fleurs du Mal. Alors, j'ouvre une petite parenthèse rapide d'ailleurs. Pour Baudelaire, on ne possède pas tous les manuscrits des poèmes, malheureusement. On n'a pas, par exemple, un manuscrit complet des Fleurs du Mal. On a des manuscrits, des autographes de quelques poèmes, de plusieurs poèmes. On n'a pas toutes les épreuves et on ne peut pas suivre entièrement le processus génétique, c'est-à-dire la genèse de toutes les œuvres de Baudelaire, ni de ses poèmes. On a cependant ce document extraordinaire qui sont les épreuves corrigées des Fleurs du Mal, dont la Bibliothèque nationale a fait l'acquisition et qui était exposé. Évidemment, ce manuscrit exceptionnel, vous allez le voir, hein, je l'ai mis dans mes diapositives, on ne peut pas véritablement l'apprécier dans un espace d'exposition comme celui de la Bibliothèque nationale. C'est-à-dire, vous avez un livre ouvert avec 2 pages avec des corrections. Ça, c'est fatal, hein, parce qu'on ne pouvait pas détruire l'exemplaire qui était relié pour montrer les pages, toutes les pages. Mais on a la possibilité, justement, à travers la Bibliothèque nationale et Gallica, d'aller consulter, parce que tous ces manuscrits, ceux qui appartiennent du moins à la Bibliothèque nationale, sont numérisés. Donc, vous pouvez accéder librement sur le site de Gallica à ces épreuves et même agrandir et voir dans le détail la manière qu'avait Baudelaire de travailler. Il y avait également le manuscrit autographe de Mon cœur mis à nu, qui est l'un des derniers projets de Baudelaire, une forme d'autoportrait par touche faite de notes, de fragments de ce qui concerne sa révolte, aussi son amertume, son dégoût du monde. Là, l'exposition, alors là, vous avez véritablement l'entrée, comme vous voyez, avec des citations, avec le prologue structuré comme s'il s'agissait véritablement d'une œuvre. Et nous l'avons structuré en 3 parties, précédées d'un prologue. Le prologue, qui est un peu le fil conducteur de l'exposition entière, c'est l'ombre d'Hamlet, le personnage, disons, de Shakespeare, donc Baudelaire au miroir d'Hamlet. Cela était l'occasion pour nous de rappeler que Hamlet était une sorte de alter ego du jeune poète qui, selon Théodore de Banville, s'observait dans le miroir du prince de Danemark. Donc, on y présente le portrait de Baudelaire peint par Émile de Roy. Vous voyez un portrait de jeunesse assez connu. Vous reconnaissez vaguement Baudelaire, je pense, non, avec cette moustache, cette petite barbe, donc, qui avait à l'époque une vingtaine d'années. Hein. Aux côtés des 13 lithographies de Delacroix, c'est ce que vous aviez vu là, donc c'est une des lithographies de Delacroix, comme vous savez, qui était le peintre célébré à plusieurs occasions par Baudelaire dans ses salons. Publiées, donc ces lithographies ont été publiées en 1843. Baudelaire était passionné d'estampes et de lithographie, donc il les possédait et il les avait exposées dans l'appartement qu'il occupait à l'hôtel Pimodon ou hôtel Tolosan, comme on l'appelle plutôt aujourd'hui, de 1843 à 1845. Là, vous avez
un petit exemple. Alors, ça, c'est le premier, si vous voulez, la première salle. Hein. Je vous ai fait moi-même quelques photos aussi pour vous donner une idée. Là, vous voyez, ça, c'est en entrant. Véritablement, vous aurez observé ce petit mur. Avec à côté, vous voyez un plan qui montre les différents domiciles de Baudelaire à Paris. Par ici, disons, ça aurait été sur votre gauche, avec une autre aile de l'exposition. Excusez-moi, je fais glisser l'exposition. La première partie, donc, je disais, était consacrée au thème de l'exil et de l'errance. Baudelaire écrit à Auguste Vitu en 1855 « Ma vie errante m'a disloqué ». Donc, cette idée très poétique hein, qu'on retrouve souvent aussi chez les poètes, non, de la vie qui brise, non, ce qui fait penser aussi aux figures, je ne sais pas, de la marionnette qu'on retrouve chez du saltimbanque, du vieux saltimbanque, non, la vie qui disloque, qui crée, non, qui détruit véritablement le poète et qui rend le monde inhabitable, comme Baudelaire dira à la fin de sa vie. Peut-être vous connaissez ce poème en prose intitulé « Anywhere out of the world », non, partout hors du monde. Donc, cette première partie de l'exposition était consacrée au sentiment de la séparation, de la chute aussi, la dimension théologique aussi qui appartient à la poésie de Baudelaire et à l'exil qui sont inséparables du destin du poète de Baudelaire. L'exil dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure à propos de moi-même, non, exil que Baudelaire ressentait au sein même de Paris. Il ne faut pas oublier que Baudelaire a été malgré tout un poète extrêmement parisien qui a très peu voyagé. Il a voyagé lorsqu'il était très jeune, il a été envoyé par ses parents vers l'Inde. Il s'est arrêté à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, île Bourbon, comme on disait à l'époque, et Île-de-France. Et il s'est arrêté là-bas. Il est revenu. Ensuite, il a passé quelques semaines. Il est ensuite resté à Paris la plupart du temps, à part quelques petits voyages en Normandie, où sa mère s'était retirée en fleurs sur la côte normande, et plus tard en Belgique. Alors là, oui, en effet, il s'agira d'un véritable exil. Mais pour le reste du temps, Baudelaire a vécu à Paris. Par exemple, il n'a pas connu l'Italie. C'est un regret qu'on peut avoir qu'il n'ait pas visité l'Italie à Rome. Il n'a pas visité d'autres pays. Il n'a pas visité l'Espagne, il n'a pas été en Allemagne, il n'a pas été en Angleterre, tout en étant un traducteur de l'anglais, et en particulier d'Edgar Poe. Donc, c'est très curieux, disons. Ce n'est pas Baudelaire, n'est pas Flaubert, n'est pas d'autres poètes ou écrivains qui ont voyagé, qui ont véritablement voyagé. Malgré tout, chez lui, ce sentiment d'exil, exilé de l'existence, on peut dire, est très, très fort. Nous avons inséré des éléments biographiques, bien évidemment, dans ce parcours. Là, vous en voyez certains. Vous voyez un tableau qui représente le père de Baudelaire, François Baudelaire, qui est mort quand le poète était enfant et qui était à son tour un peintre. Vous le voyez sur la droite. Vous avez un portrait du général Opic, de celui qui sera le général Opic, c'est-à-dire du beau-père de Baudelaire, avec qui la mère de Baudelaire, c'était Caroline Duféis s'était remariée, au grand dépit de Baudelaire. Donc, vous avez des manuscrits. Vous voyez en bas, vous devinez quelques manuscrits, quelques lettres donc, qui s'associent à ce parcours iconographique. Là, je vous ai déjà montré. Là, vous avez d'autres encore documents. Vous voyez également le portrait de Baudelaire au loin, de François Baudelaire au loin, et d'autres manuscrits et pages aussi de journaux et revues dans lesquels Baudelaire avait publié. Donc, dans cette première partie, comme je vous disais, qui était consacrée à l'exil et à l'errance, nous avons affronté en particulier 3 chapitres, c'est-à-dire l'ambivalence des rapports de Baudelaire, que Baudelaire entretient avec Madame Opic, c'est-à-dire sa mère,
la participation éphémère de Baudelaire à la Révolution de 1848, de février 1848, et le thème omniprésent dans l'œuvre de Baudelaire, de la chute, comme je vous disais, et de la figure de Satan, le prince de l'exil, non, comme le qualifie Baudelaire dans les litanies de Satan. Le second chapitre de cette première partie se consacre à l'errance et à ses figures chez Baudelaire, donc l'importance du thème, comme je vous disais, par exemple, le déménagement, véritablement, le déménagement de Baudelaire de Baudelaire à Paris, dans la vie, donc la multitude de ses domiciles, mais aussi la recherche d'un lieu introuvable. On évoque aussi des figures du vagabondage qu'on retrouve dans les Fleurs du Mal, par exemple le chiffonnier, le saltimbanque, les bohémiens en voyage, non, cette forme aussi de prophétisme sans révélation. Et ça nous permet également d'ouvrir à la question des âmes errant dans des landes. Alors, en avril 1851, alors n'oubliez pas, Baudelaire a publié Les Fleurs du Mal assez tard, hein, c'est-à-dire en 1857, il avait 36 ans, donc il n'était pas, surtout à l'époque, il n'était pas un très jeune poète par rapport, par exemple, à Théodore de Bainville, qui à 20 ans avait déjà publié plusieurs recueils. Mais Baudelaire avait publié, s'était fait connaître aussi comme auteur de salon et avait publié un certain nombre de poèmes dans des journaux, dans des revues. Il les distribuait parmi ses amis. Et en avril 1851, il avait envisagé et publié une série de 12 poèmes sous le titre des Landes, qui est l'un des titres de cet ensemble qui deviendra Les Fleurs du Mal. Le troisième chapitre de cette première partie rappelle le thème, je vous disais, de la partance, du départ, qui fait du voyage un départ sans destination. Baudelaire écrit dans Le Voyage, qui est un poème un peu postérieur, mais les vrais voyageurs sont ceux-là qui partent pour partir, cœur léger, semblable au ballon, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent. Et sans savoir pourquoi, disent toujours « allons ». Ça nous permet également d'aborder les fumeurs d'opium et l'amateur des paradis artificiels, dans cet ouvrage que Baudelaire publie en 1860, et aussi le thème des lesbiennes. Les lesbiennes est un autre titre, comme je vous disais, de cet ensemble qui deviendra Les Fleurs du Mal. Baudelaire a longtemps hésité sur le titre de son recueil, donc il pense d'abord aux landes, ensuite aux lesbiennes. Lesbiennes, il faut faire attention, à l'époque avait un sens un peu équivoque, parce que ce n'était pas seulement les homosexuels, disons l'homosexualité au féminin, mais c'était aussi les habitants de Lesbos. Au point qu'il y a eu des critiques à un certain moment qui ont affirmé que Baudelaire ne faisait allusion qu'aux habitants de Lesbos. Or, cela n'est pas tout à fait correct parce qu'à l'époque, c'est déjà attesté l'existence du thème saphique par rapport aux lesbiennes. On ne sait pas bien en réalité parce qu'il n'a pas publié une série de poèmes sous ce titre, mais il l'a annoncé. Il y a un petit ensemble aussi, comme vous savez, Femme damnée, ce sont des poèmes qui ont été un poème qui a été condamné dans la première édition de Fleurs du Mal, et donc qui évoque ce sujet, ce motif, disons, lesbien dans la poésie baudelairienne. Donc cette évocation de la compréhension baudelairienne du saphisme nous a conduit aussi à revenir sur la maturation progressive des Fleurs du Mal, sur la genèse des Fleurs du Mal, et de montrer, voilà, ce que je vous disais, dont je vous parlais tout à l'heure, cette édition, disons, ces épreuves et ces placards, comme on appelle aussi techniquement parfois les épreuves qui ne sont pas encore mises en page, avec des corrections autographe de Baudelaire. Alors, vous voyez, ça surprend toujours, disons, les non-spécialistes,
la profusion, la saturation même de marques manuscrites de Baudelaire. Parfois, vous avez vous avez les mêmes pages, parfois plusieurs fois récorrigées, donc plusieurs phases aussi du procédé de correction. Vous voyez, alors là ce n'est pas très clair, mais vous voyez, Baudelaire parfois corrige la police, demande de changer la dimension des caractères. Vous voyez, il trouve que le 5 n'est pas droit, il demande de le redresser. Il corrige par exemple, faites attention, les accents aussi. Il demande par exemple le tréma sur poésie, poème, etc. Il demande, c'est-à-dire l'accent, la graphie ancienne avec tréma. Alors là, il y a une hésitation parce qu'à l'époque, les deux étaient permis. Hein, la graphie n'était pas encore fixée. Baudelaire demande plutôt une graphie un peu plus archaïque. Dans ce cas-là, il s'interroge sur beaucoup de choses. Hein. Il retouche, il revoit, etc. Là, vous avez par exemple, ce n'était pas exposé, mais c'était pour vous montrer, par exemple, la correction d'un poème des Fleurs du Mal, et qui est spleen, un des spleens du moins, avec l'indication bon à tirer que l'auteur donne à l'éditeur, donc lui donne son bon à tirer. Vous voyez, Baudelaire n'hésite pas non plus à corriger le contenu de ses poèmes, non, à réécrire même des petits passages qui ne lui paraissent pas appropriés. La deuxième partie de l'exposition, donc il y a une transition qui nous permet d'aller aussi vers, comme je vous disais, l'univers graphique, figuratif et la passion baudelairienne aussi pour les estampes, et l'eau forte en particulier, qui au XIXe siècle est redécouverte. La deuxième partie de l'exposition était consacrée aux fantômes de la vie antérieure, non, sous cette citation, « Ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. » Vous aurez reconnu, je pense, les deux vers du cygne. Donc cette seconde partie succède à la précédente selon l'attention essentielle à l'œuvre de Baudelaire, de la dialectique du souvenir et de la chute, comme écrivait Pierre-Emmanuel. Et sur la question de l'image décisive chez Baudelaire, qui nous permet également de rappeler, d'évoquer l'absence des choses. On parlait de l'absence justement des visiteurs qui n'ont pas pu visiter l'exposition, mais aussi l'absence que l'image évoque. Alors, le rapport pour nous est particulièrement important à propos de ce graveur qui était Charles Meryon. Vous voyez une gravure de Charles Meryon, qui est alors les graveurs souvent sont moins connus, à part, je veux dire, Goya ou Rembrandt, évidemment, qui sont connus aussi pour être des peintres, mais les graveurs du XIXe siècle souvent restent un peu plus confidentiels. Je ne sais pas, peut-être à part Piranèse au XVIIIe siècle, qui est ce grand non-graveur italien roman. Alors, Charles Meryon, souvent, n'est pas connu par les noms 19e-istes. Baudelaire l'avait connu personnellement. C'était un homme très singulier, un peu fou, en effet, qui a été finalement enfermé dans un asile, qui souffrait de troubles psychologiques importants. Baudelaire avait apprécié beaucoup, comme d'autres écrivains de son temps, apprécié beaucoup ses gravures, et avait même imaginé une collaboration avec lui. C'est-à-dire l'association, ça nous intéresse justement pour l'exposition, l'association des textes et des images, des gravures accompagnant des textes et vice-versa. Sauf que finalement, le projet n'a pas abouti. Ça aurait donné lieu peut-être à une sorte de spleen de Paris, c'est-à-dire le recueil de poèmes en prose, qui d'ailleurs n'a pas été publié non plus directement par Baudelaire, mais après sa mort, mais de spleen de Paris illustré. Sauf que Meryon avait demandé à Baudelaire simplement de se limiter à décrire ces gravures. Évidemment, là, le pacte texte-image était rompu. Charles Meryon avait été l'auteur en particulier des Eaux-fortes sur Paris, une série d'illustrations justement de représentations de Paris
qui ne sont pas exactement des représentations du vieux Paris, mais qui reprennent des éléments du vieux Paris, c'est-à-dire avant les destructions et les percements aussi encouragés par le baron Haussmann, qui était, comme vous savez, avait été chargé par Napoléon de rendre Paris une ville moderne. Donc, si vous voulez, Charles Meryon saisit ce moment de transition en ajoutant des éléments fantastiques que vous voyez même dans cette gravure. À la fois, vous avez, c'est très troublant et c'est ce évidemment qu'attirait beaucoup Baudelaire, vous avez à la fois des éléments très réels et concrets de Paris, ce n'est pas juste un univers féerique, mais avec des insertions justement du fantastique, des éléments aussi qui rappellent le vieux Paris, les quartiers du vieux Paris. Alors, je n'ai pas pensé de vous en montrer davantage. Donc, il y a eu dans l'exposition, on a aussi présenté plusieurs gravures vues de Paris de Charles Meryon. Une autre, disons, petite parenthèse était aussi consacrée au projet d'illustration du frontispice de la seconde édition des Fleurs du Mal. Vous savez, Baudelaire a publié de son vivant lui-même 2 éditions des Fleurs du Mal, une en 1857 qui était condamnée, enfin, dont 6 poèmes ont été condamnés et retirés, et une seconde édition où on ne trouve plus ces 6 poèmes, mais on en trouve un certain nombre en plus, et la section Tableau parisien. Baudelaire, à l'époque, avait imaginé une collaboration avec un autre artiste qui s'appelle Bracquemond, dont vous voyez là quelques dessins et quelques tentatives aussi d'illustration pour ce frontispice des Fleurs du Mal, qui finalement n'ont pas contenté Baudelaire, qui a refusé de publier une gravure de Bracquemond, et même en le définissant comme horreur de Bracquemond. Et finalement, on retrouve, si vous feuilletez un exemplaire de la seconde édition de Fleurs du Mal, on retrouve un portrait de Baudelaire, un frontispice, et pas cette squelette arborescente que Baudelaire aurait voulu représentant les péchés capitaux. Vous voyez une squelette et à côté, là, vous voyez des sortes d'arbres, d'arbrisseaux qui indiquent les péchés. Dans cette partie de l'exposition, on a évoqué la présence de la mort dans l'œuvre de Baudelaire. Là, vous en avez aussi des exemples. Et cette série, je vous disais, de frontispices macabres. Et ça nous permet justement de passer à 1861, à cette seconde édition de Fleurs du Mal. La troisième partie, si vous voulez, revient vers le poète, son identité et la déchirure mélancolique, le thème de la mélancolie, un des grands thèmes de l'exposition, du moi. Donc, je suis de mon cœur le vampire. Et ça nous intéressait de montrer la mélancolie baudelairienne comme expérience d'une déchirure intérieure, évidemment, où s'inscrit la parole poétique également. Et de montrer d'autres manuscrits, dont je vous disais le manuscrit autographe de Mon cœur mis à nu. Là, vous en avez quelques fragments. Il s'agit, vous voyez, ce sont des feuillets qui ont été collés. On ne sait pas bien exactement quel aurait été l'ordre proposé par Baudelaire. Là, vous en avez d'autres. Dans Mon cœur mis à nu, vous avez toujours cette rubrique Mon cœur intitulée Mon cœur mis à nu. Et ça nous accompagne vers la sortie, disons, qui constitue aussi la fin de mon intervention. Un épilogue véritable, tête à tête sombre et limpide, qu'un cœur devenu son miroir. Donc Baudelaire a son miroir, selon ces vers de l'irrémédiable, et qui nous renvoie justement vers les autoportraits dessinés par Baudelaire. Baudelaire lui-même dessinait. On a plusieurs autoportraits qui sont conservés à la Bibliothèque nationale et aussi à la collection Lovenjoul à l'Institut de France. Et ensuite, en sortie, vous en voyez déjà 2 un peu au loin, aux principaux portraits photographiques dans des tirages d'ailleurs exceptionnels, qui sont des images diffractées de lui-même, du poète lui-même, non?
qui avait ce regard très perçant sur l'objectif. Là, vous avez justement un autoportrait de Baudelaire. Vous voyez avec un petit commentaire ici, la bouche est meilleure, d'ailleurs, etc., même observations. Alors là, vous avez des guises entre-temps d'autres photos. Justement, cette sortie que je vous annonçais, cette série de clichés, de portraits, il y a eu 3 photographes qui ont eu la chance de photographier Baudelaire, qui sont Étienne Carjat, qui est aussi l'auteur, peut-être vous savez, des portraits très connus de Rimbaud, de Nadar, évidemment, le grand photographe du 19e siècle, qui était aussi un ami de Baudelaire personnel, et de Charles Neyt, qui était un photographe belge que Baudelaire a connu à la fin de sa vie. Donc là, vous avez une série, ça c'est la dernière salle de l'exposition, petite salle, où vous voyez cette série, ce défilé de photographies troublantes, extrêmement troublantes. Baudelaire, comme vous savez, était l'auteur d'une véritable charge contre la photographie dans son salon de 1859. Mais en même temps, il avait un regard très critique et il était très intéressé aux possibilités qu'offrait ce nouvel instrument de l'époque, cet appareil qui venait, disons, de se présenter et qui n'était pas encore accepté comme un outil artistique. Et également une photo très, je ne sais pas si vous l'avez jamais vue, vous l'avez jamais vue peut-être, alors qui a été retrouvée il y a 2 ans, je pense, elle est toute récente, dont une institution publique a fait l'acquisition, je pense que c'est le musée d'Orsay, si je ne me trompe pas, qui a une photo probablement de Carjat qui représente un certain Arnaud D, si je ne me trompe pas, qui était un bon vivant, connu par Baudelaire, et on voit cette silhouette, cette image justement fantasmatique de Baudelaire derrière. Alors évidemment, on n'a pas de preuves définitives qu'il s'agisse vraiment de Baudelaire. Personnellement, j'ai quelques hésitations malgré tout parce que c'est trop beau pour être vrai. Et c'est vrai qu'on reconnaît dans cette silhouette Baudelaire. Si vous le confrontez avec d'autres portraits, c'est tout à fait plausible. Alors, autre chose, je suis vraiment à la conclusion. Autre chose importante de cette exposition, c'est ce portrait émouvant, donc c'est une miniature de la mère de Baudelaire lorsqu'elle était jeune, et c'est le seul portrait connu aujourd'hui, et justement ça appartient à un collectionneur privé qui l'a prêté pour la première fois, donc c'est le seul portrait connu de la mère de Baudelaire. Alors tout lecteur de Baudelaire sait le rapport exceptionnel qui existait entre Baudelaire et sa mère. C'est aussi que la voix de Madame Opic nous est inconnue parce qu'on ne connaît pas de lettres de Madame Opic à Baudelaire. Probablement Baudelaire les a détruites ou ont été détruites. On a en revanche les lettres de Baudelaire à sa mère qui mêlent reproches, déclarations d'amour, de haine. Et donc là, on voit très probablement, là aussi il y a quand même quelques doutes, il faut rester prudent, mais on a un portrait de jeunesse de la mère de Baudelaire. Voilà, ça c'est une autre photographie. On n'a pas pu exposer la canne de Baudelaire, je vous signale, qui appartient au musée Carnavalet, que je vous invite de visiter d'ailleurs, pour faire une publicité pour une autre institution parisienne qui a ouvert récemment. Donc elle est là, c'est la canne de Baudelaire. Et voilà, juste un dernier mot, si vous permettez. Je sais que peut-être je viens de dépasser mes 40 minutes, mais juste je termine très rapidement. Alors, parce que c'était un des enjeux aussi de mon invitation, mais j'ai préféré quand même vous parler de ce que vous ne pourrez pas voir à la place de ce que vous pouvez encore voir et vous pourrez voir, j'espère, pendant longtemps. C'est-à-dire cette exposition virtuelle qui était en relation avec l'exposition réelle sans en être une reproduction. Parce que je me souviens bien, Emmanuel, quand elle m'avait contacté, la BNF en tout cas, m'avait demandé d'écrire des textes qui ne soient pas exactement dépendants de l'exposition, mais qui présentent aussi certains, évidemment, sujets, thèmes, la mélancolie, qui sont évidemment des thèmes très importants,
mais sans reproduire exactement le sujet tel quel de l'exposition. Donc, vous avez cette page, vous voyez avec des onglets, des rubriques, des chapitres, donc le poète de la vie moderne, les fleurs du mal, les œuvres principales de Baudelaire, des ouvrages principaux de Baudelaire, les fleurs du mal, le spleen de Paris, mon cœur mis à nu, et bon, pour aller plus loin, voilà, j'ai parlé de la déchirure du mois, par exemple, associé à des images qu'on a choisies ensemble, Emmanuel, non, c'est surtout vous, je pense, à vrai dire, que vous m'aviez fait des propositions, mais c'est vous qui avez, avec un goût infaillible, parce que je pense que je n'ai pas eu une seule objection. Dans ce cas, voilà, c'est sur le poète de la vie moderne, la gravure bien connue de Dürer sur la mélancolie, l'ange de la mélancolie. Vous avez regardé la beauté, je veux dire, de cette graphique imaginée par la Bibliothèque nationale, avec justement, là, vous voyez derrière en bleu, sur ce camailleux bleu, la gravure de Charles Merrion dont on a parlé tout à l'heure. Et pour conclure, mais là, je vous invite à découvrir vous-même, parce que je ne pourrais que répéter ce qui est écrit, très honnêtement, ce que j'ai écrit. Et pour finir, tout de même, si vous êtes intéressé à l'exposition, rappelez-vous qu'il existe un autre memento, au-delà de la conférence et de celle aussi de Jean-Marc Chatelain que vous trouvez sur le site de la BNF, qui est le catalogue de l'exposition, qui est imaginé non seulement comme un véritable livre, comme on fait aujourd'hui souvent pour les catalogues d'exposition. C'est-à-dire, il y a une série de contributions plus ou moins longues sur des sujets variés, des illustrations, des images et aussi évidemment les numéros associés aux œuvres exposées. Voilà, je m'arrête là en renouvelant tous mes remerciements pour votre écoute et votre invitation. Merci beaucoup, Andrea. Vraiment, c'était passionnant et on aurait bien aimé avoir cette vision quand on a étudié Baudelaire au lycée ou plus tard à l'université. C'est vrai que ça permet de découvrir à la fois l'auteur, le poète, mais aussi avec tous les documents visuels que vous avez présentés, d'avoir une perspective beaucoup plus riche. Alors, je laisse la parole. Donc, par écrit, vous pouvez poser votre question dans le chat. Il y a une personne qui a demandé question. Alors, c'est Georgia Putero qui demande question plutôt personnelle. Parmi tous les documents et les objets exposés, lequel ou lesquels vous touchent davantage? Alors, personnellement, étant aussi philologue et généticien, celui qui m'a touché, mais surtout que j'ai pu toucher, ça a été l'ensemble des épreuves corrigées par Baudelaire. C'est-à-dire que j'ai pu en effet toucher ce document étonnant. Vraiment, je vous invite vivement à regarder sur Gallica, et qui est une mine d'informations. Et d'ailleurs, j'ai en chantier un livre sur Baudelaire, l'atelier de Baudelaire, qui justement veut explorer la création baudelairienne à partir de ce processus créatif d'écriture aussi de matérialité de l'écriture jusqu'à la publication des œuvres et au-delà, et qui justement me permet de prolonger cet engagement lié à cette exposition, et non seulement. Et d'ailleurs aussi, ce n'est pas pour me faire de la publicité, mais parce que je pense que c'est bien que les projets, surtout de collaboration, soient mis en évidence, parce que nous, les chercheurs, souvent, on a, je rappelle, des petits financements. Enfin, je ne veux pas me plaindre, mais on travaille vraiment par passion. Je veux dire, on fait, ce n'est pas l'argent qui nous pousse vers ça. Par exemple, en ce moment, je viens de lancer un projet d'édition numérique, donc ce qu'on appelle les humanités numériques, ou en Italie Informatica Umanistica, au CNRS et en collaboration avec le Talim, qui est un laboratoire de la Sorbonne Nouvelle, sur les poèmes en prose de Baudelaire. Donc on va faire un site où toutes les publications pré-originales, c'est-à-dire en revue et dans les journaux,
des poèmes en prose de Baudelaire seront associés, donc les reproductions des revues et des journaux associées aux transcriptions des textes. Et ce sera complètement accessible librement, à libre accès, donc il n'y aura pas de... Et vous pourrez voir véritablement ce que Baudelaire publiait. Parce qu'on connaît ces textes par un recueil posthume, publié après la mort de Baudelaire, et on ne sait pas que Baudelaire, à l'époque, on publiait tout dans les journaux et dans les revues, bien avant les volumes. Donc la manière même qu'on avait de lire la littérature n'était pas la même, parce qu'on découvrait d'abord tous ces textes dans des journaux et des revues qui circulaient beaucoup. Donc là, vous pouvez voir vraiment l'horizon aussi des lecteurs, des lectures de Baudelaire. D'accord. Ben oui, c'est passionnant. On va suivre ça de près et c'est vrai que ce soir, c'est le début, j'espère, d'un riche partenariat, collaboration avec la BNF et nous serons à disposition pour renseigner les participants sur des éléments qu'ils n'auraient peut-être pas perçus. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public ou non? Apparemment non. Je crois que ça nous donne envie d'aller visiter le site de la BNF et aussi de redécouvrir Baudelaire et de le lire surtout. Emmanuel, est-ce que vous voulez avoir les mots de la fin, conclusion? Non, j'ai pas rien de particulier à rajouter. C'est bon. Alors moi, je remercie aussi les lecteurs de l'Université de Turin, de Rome. Il y a aussi un ex-lecteur, Benoît Monginot, qui a suivi aussi la conférence et tous les étudiants qui ont suivi aussi ce soir cette présentation. Et un gros merci à Paul qui s'est occupé de la technique. Et Andrea, on vous laisse le mot de la fin. Comme je dis, je pense que le mot de la fin pourrait être, je l'aurais peut-être épargné, même le mot du début. C'est-à-dire, je vais vous parler de l'inactualité. C'est quelque chose vraiment qui me fait beaucoup penser, hein, parce qu'il y a des catégories qu'on utilise aujourd'hui, justement, qui renversent un peu la manière qu'on a d'actualiser ou de parler de la modernité de Baudelaire. Alors, il y a un grand critique, Antoine Compagnon, qui a parlé de Baudelaire moderne et anti-moderne. Je disais Baudelaire actuel, inactuel. Donc, je pense que Baudelaire est là, au-delà de ces questions de manuscrits, aussi pour nous rappeler que ces catégories parfois faciles que nous utilisons et la manière même qu'on a eu de le lire peuvent être facilement réversibles. La réversibilité est un autre mot, maître mot baudelairien. C'est-à-dire le fait qu'il ne faut pas choisir en réalité les voies faciles. Il faut même assumer la contradiction. Baudelaire disait parmi les grands droits oubliés de l'homme, il y a le droit, il disait il y en a deux d'oublier. Le droit de s'en aller, c'est-à-dire de se suicider, et le droit de se contredire. Parce que la contradiction, c'est quelque chose qui appartient profondément à l'homme. Donc si je peux, disons, conclure, je dirais d'aller chercher chez Baudelaire les replis de ce qu'il a écrit, ce que vous n'avez pas lu au lycée en France ou en Italie, donc les grands poèmes qui sont magnifiques, mais qui finissent un peu pour résonner de façon trop familière, mais d'aller chercher, et il y a beaucoup à lire, un Baudelaire un peu moins connu, et aussi d'accepter parfois ses provocations, voire ses mystifications, parce qu'il avait un goût pour affirmer pour la mystification. Je trouve que Baudelaire, en cela, il est inactuel, anti-moderne et profondément moderne en cela. C'est qu'il nous pousse, ça aussi on peut le dire souvent, mais chez Baudelaire c'est particulièrement vrai, hors de nos zones de confort. C'est-à-dire qu'on peut lire Baudelaire, lire par exemple ces fragments que vous avez sous les yeux, Mon corps mis à nu, La Belgique déshabillée, ça nous heurte. Il part parfois des écrivains de son temps, par exemple de Georges Sand, il dit des choses extrêmement désagréables, extrêmement violentes, mais le problème c'est que Baudelaire a presque toujours raison. Et donc, il faut même accepter que Baudelaire, justement, dise quelque chose de violent. Ça nous fait penser, ça nous fait réfléchir véritablement. Donc, assumer cette contradiction, même si Baudelaire, parfois, peut nous choquer, même si l'horizon, par exemple, son évocation du mal, du péché, du mal vraiment comme quelque chose de très présent, je pense que c'est une nécessité profonde que nous avons aussi pour comprendre notre temps et d'envisager l'avenir. Parfait.
Eh ben, merci beaucoup, Andrea. Merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt, je suis sûre, pour une autre rencontre avec la BNF, en collaboration avec la BNF, et puis aussi avec Andrea, peut-être, autour de Baudelaire. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ouais.